Vous avez vu le destructeur et précédemment le constructeur. L'utilité du destructeur, c'est peut-être encore un peu flou pour vous. Mais afin de pouvoir vous montrer un petit peu à quoi sert le destructeur, j'ai besoin de d'abord voir la location dynamique. Et donc ça, c'est le chapitre qui suit et ça va être l'objet de cette vidéo. Mais avant de passer à la location dynamique, je dois vous faire le rappel du C++ et surtout du fonctionnement des pointeurs. Donc c'est la partie que j'aime bien, c'est vous embêter avec les pointeurs. Et donc c'est toujours avant cette fois, et avant de passer au pointeur, on va parler d'adresse. Donc tout ce que le programme manipule, vous faites int x égale 2, char toto égale c, et ainsi de suite. Tout ce que le programme manipule est stocké en mémoire. Sauf si explicitement vous dites je vais stocker ça sur le disque dur, etc. Mais toutes les variables que vous créez sont stockées en mémoire. Et cette mémoire, vous pouvez voir ça comme une série de cases, et à chaque case correspond une adresse. Sur 32 ou 64 bits, en fonction de si vous compilez votre truc en 32 ou 64 bits. Voilà. Et cette notion d'adresse est très importante parce que c'est ce qui va, on va la voir tout le temps apparaître. Donc, une adresse, c'est une adresse d'une case mémoire dans laquelle on stocke un truc. C'est ça l'idée. Alors, quelle est l'adresse d'une variable? On va regarder. Donc voilà un petit code où on déclare ici Toto, on affiche la valeur de Toto, ça c'est en C++, ça c'est la version en C, ça je vous montre les deux. Donc la librairie ici, le IOStream c'est pour le C++ et le stdio c'est pour les instructions en langage C. Donc ces deux lignes sont identiques. Si vous n'avez pas l'habitude du printf, ici on dit qu'on va afficher un nombre entier, un petit espace, et puis \n pour dire qu'on passe à la ligne. Et ici, c'est l'entier qui va remplacer le %d. Voilà, donc normalement, ça devrait afficher 45 ici, ça devrait afficher 45 ici, et un petit troisième cout où on affiche, vous voyez ici, et Toto. Donc là, il n'y a pas de et là, ici, il y a un et. Mais ça, c'est pour afficher l'adresse de la valeur Toto, et l'équivalent C, c'est %p de et Toto. Et Toto, c'est l'adresse de la variable Toto, c'est l'adresse de la case mémoire dans laquelle est stocké Toto, est stocké la valeur 45. Si on exécute ce code, on voit bien un 45-45 pour les deux premières sorties, et puis un truc en hexadécimal qui est l'adresse mémoire de l'entier Toto. Voilà, donc premier enseignement, si j'écris le nom d'une variable, c'est la valeur qu'il y a dedans. Si j'écris et le nom de la variable, c'est l'adresse mémoire de cette variable. Et donc une adresse mémoire, c'est une valeur. Vous avez vu une valeur ici en hexa, mais bon, ça peut être un nombre entier. C'est écrit sous forme d'hexadécimale, mais à cette hexadécimale correspond une valeur entière. Et donc une adresse, c'est rien d'autre qu'une valeur. Et cette valeur, on peut la stocker, donc cette adresse, on peut la stocker à des variables qui servent à ça, stocker des adresses mémoire. Et ces variables qui servent à stocker des adresses mémoire, ça s'appelle des pointeurs. Voilà, hop. Ça sert juste à ça. Un pointeur sert à stocker une adresse, et une seule adresse. On dit, comme dans le pointeur stocke une adresse, on dit que le pointeur pointe sur la variable pointée. Donc grâce à l'adresse qu'il y a dans le pointeur va pouvoir pointer sur la variable qui se trouve à cette adresse. Alors, comme un pointeur finalement est une variable, l'adresse qu'il contient en mémoire peut changer. Donc à un moment donné, tiens, on veut que le pointeur pointe vers la variable A, et on peut changer d'avis et dire maintenant tu vas pointer vers la variable B. Voilà. Ça ne veut pas dire que A n'existe plus, ça veut dire que le pointeur regarde plus A, il regarde B. Voilà. Comme un homme qui change de femme. Donc, chose supplémentaire, il faut savoir que le pointeur
il dispose d'un type. Donc le pointeur, on doit dire, ah, tu pointes vers quel type de variable. Donc, il va pointer vers une adresse, mais en plus, il faut lui spécifier quel type de données sera stocké dans cette adresse. C'est ça l'idée. Donc voici un exemple de code. On déclare la variable âge qu'il faut 10. On crée un pointeur. Alors pour créer un pointeur, la syntaxe c'est pas compliqué. Donc c'est un pointeur d'entier. On donne un nom. Et il y a le petit astérisque qui précède le nom. Le fait qu'il y ait ce petit astérisque, ça signifie qu'on crée un pointeur. Ensuite, rappelez-vous qu'un pointeur, ça stocke une adresse. Dans pointeur sur âge, je peux stocker l'adresse de la variable âge. Du coup, si j'affiche à l'écran avec par exemple printf %d pour stocker une valeur, pour afficher une valeur entière, et que j'affiche ce qu'il y a dans pointeur sur âge, vous voyez ici, je n'affiche pas la valeur 10. J'affiche ce que la variable pointeur sur âge contient, et la variable pointeur sur âge contient l'adresse de la variable âge, qui apparemment est 2686744. Ça, c'est un peu random. Hein. Chaque fois que vous lancez le programme, c'est une adresse différente. Voilà. Donc, c'est l'idée. Maintenant, si je voulais afficher pas l'adresse que contient le pointeur, mais la valeur de la variable pointée par le pointeur, donc en d'autres termes, la valeur qu'il y a dans âge, mais sans utiliser âge en utilisant le pointeur sur âge, devant le nom du pointeur, je dois rajouter un astérisque. Et là, il va, astérisque pointeur, ok, donc il sait qu'il doit lire l'adresse, puis se téléporter à l'adresse du pointeur, et puis lire la valeur qu'il y a dans cette case-là, et il y voit 10. Donc attention, donc on voit ici le 10. Alors attention, il y a deux cas de figure où on utilise l'astérisque, c'est un, dans le cas de figure où on déclare une variable, si on met un astérisque, c'est pour dire que c'est un pointeur. Et 2, quand on veut accéder à la valeur pointée par le pointeur, donc pas à la valeur que le pointeur stocke, parce que la valeur que le pointeur stocke, c'est une adresse, mais on veut accéder à la valeur pointée par le pointeur, alors on met un astérisque. Si on met rien, ça s'utilise comme une variable. Ça va? Vous ne savez pas me répondre, c'est en vidéo. Bon, je passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut, en plus d'accéder en lecture, on peut également accéder en écriture. Donc le code ici est inchangé, sauf qu'ici, vous voyez, astérisque, pointeur sur âge plus égale 5, ça ne va pas incrémenter de 5 la valeur qu'il y a dans le pointeur, ça va incrémenter de 5 la valeur qu'il y a dans âge, parce que j'ai bien mis un astérisque ici. J'accède à la valeur pointée par le pointeur. Et on vérifie que ça a bien changé la valeur dans âge avec cette ligne-là. Et on a bien 10 plus 5 égale 15. Donc je vous avais dit que le pointeur pouvait pointer à un moment donné vers une variable et puis à un moment donné changer et pointer vers autre chose. Ici c'est un exemple d'illustration. Donc vous avez ici sur cette ligne deux variables qui sont créées A et B. Et ici on initialise, on déclare le pointeur et on l'initialise à l'adresse de la variable A. Dans le COUT ici on affiche, donc vous voyez que là il n'y a pas d'astérisque, donc on accède à la case qui s'appelle pointeur, donc on accède à l'adresse de A, on affiche l'adresse de A, et ici, comme il y a l'astérisque, on va afficher la valeur qui a à l'adresse que contient le pointeur, donc la valeur de A. On vérifie, c'est bien ce qu'on a ici, à l'exécution.
Puis à un moment donné, on peut réutiliser le même pointeur pour pointer vers une autre adresse. On peut pointer vers l'adresse de B. Et ici, on a les deux mêmes lignes qu'en haut. On va afficher dans un premier temps la case, ce que contient le pointeur, donc l'adresse de B, et la valeur contenue à l'adresse que contient le pointeur, donc la valeur de B. On voit bien qu'on a tout d'un coup une adresse différente et la valeur de B. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire un pointeur par variable. Un pointeur on peut changer la valeur vers lequel il pointe. Alors de là, à quoi ça sert? Pour le moment, ça sert à rien. Mais en fait, si. Alors pour ça, on va regarder un petit peu les fonctions. Et vous avez un exemple ici de fonction classique. Donc vous avez une fonction qui renvoie rien. Je l'ai appelé valeur x2 et qui reçoit un paramètre en entier. Ce paramètre, il le fait x2 et il affiche sa valeur. Ok. Ça, c'est simple. Deuxième fonction, variable x2. Cette fois-ci, cette fonction reçoit un pointeur. Donc, il va recevoir une adresse. Donc, le paramètre de la fonction ici, c'est un pointeur. Donc, variable ne contiendra pas une valeur 1, 2, 3, 4, ça contiendra une adresse. Et ici, c'est bien la valeur. Je vais essayer de faire ça proprement parce que je suis à la souris. La valeur pointée par le pointeur qui va être multipliée par 2. Pas l'adresse contenue en variable. Pourquoi? Parce que j'ai bien mon astérisque ici devant. On fait ce truc là x2 et on affiche du coup la valeur pointée. On continue. Alors on a le main. Dans le main, on va déclarer Toto qui vaut 10 et on va déclarer un pointeur qu'on initialise à l'adresse de la variable Toto. Si on appelle la première fonction, donc valeur x2, hop, on lui envoie un entier, on y envoie Toto. Qu'est-ce qui va se passer? La fonction est appelée. Il y a valeur qui est créée, qui va contenir une copie de Toto. Donc il vaudra 10. Il va faire 10 x 2. Et il va afficher 10. Je reviens dans le main. Et j'affiche la valeur de Toto. Alors là, d'habitude, je demande que vaut Toto. Il y a la moitié de la classe qui me dit 10, l'autre moitié qui me dit 20. La moitié qui me dit 20, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Donc, quand valeur x2 est appelée, on envoie une copie de Toto. Donc, Toto suit du main, il reste inchangé. Il contient toujours 10. Du coup, quand je quitte la fonction, valeur x2, le paramètre ici valeur, il disparaît et j'ai plus accès qu'à Toto qui lui n'a pas changé, il vaut 10. Donc valeur x2, j'envoie une copie de Toto. Cette copie, je fais x2, j'affiche 20, c'est bien. Je sors de la fonction, Toto, je n'y ai pas touché, c'était une copie. Donc il vaut toujours 10. Ensuite, j'appelle la fonction variable x2 et j'envoie mon pointeur. Alors regardez, attention, subtilité de syntaxe, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes complètement paumés au début avec les pointeurs. Regardez ici, je mets le nom du pointeur, sans astérisque, sans rien devant. Donc un pointeur, c'est comme une variable. Donc j'accède à ce que le pointeur contient. Et le pointeur, il contient quoi? Il contient une adresse. En l'occurrence, l'adresse de Toto. Donc j'envoie une adresse à ma fonction variable x2. Ça tombe bien, c'est cool, parce que c'est ce que je voulais recevoir. Donc, vous voyez ici, le paramètre, c'est un pointeur. Comme c'est un pointeur, ça doit stocker une adresse. Et c'est bien ce que je fais là. Je lui envoie une adresse, l'adresse contenue dans le pointeur. Cette adresse, pas de bol, c'est l'adresse de Toto. Hein. Vous vous rappelez, on l'a fait là. Donc à cette adresse, on va multiplier les données x2. Toto qui vaut 10. Hein. x2, ça fait 20. On va afficher 20. On se barre de la fonction. On revient dans le main. On affiche Toto. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il vaut? Celui qui me dit, il se prend une claque virtuelle. En fait, Toto vaut 20.
Ah oui, vu qu'on a envoyé l'adresse de Toto, on a manipulé Toto directement, on revient dans le mail, on a donc modifié Toto. On a généré ce qu'on appelle un effet de bord. Effet de bord qui au premier cours, je vous ai dit, c'est pas bien, faut pas faire ça. Boum, voilà un exemple. Et là, c'est bien. En fait, c'est pas bien, mais ça dépend du contexte. Là, disons que c'est pour montrer le fonctionnement du pointeur. Donc, il faut faire gaffe. Votre pointeur, vous manipulez directement la variable vers laquelle il pointe, même si vous le passez dans une fonction. C'est pour ça que la première fonction, ça s'appelle un passage par valeur. On a envoyé la valeur de Toto. Tandis que la deuxième fonction, ça s'appelle un passage par variable. On a envoyé carrément la variable Toto, quelque part. On a envoyé l'adresse de Toto. Donc on travaille directement sur la variable Toto. Alors juste pour le fun, on peut très bien utiliser cette deuxième fonction qui reçoit une adresse sans utiliser de pointeur dans le mail. Ça se fait ici, vous voyez, j'envoie pas le pointeur, j'envoie directement l'adresse de Toto. Ça revient exactement au même que d'envoyer le pointeur. Parce que le pointeur, on le revoit là, il contient bien l'adresse de Toto. Donc c'est important cette notion d'adresse. Si c'est int star quelque chose égal, bah, le égal devra recevoir une adresse. Si c'est le nom du pointeur tout seul égal, ça devra recevoir une adresse. Et une adresse d'une variable, c'est et le nom de la variable. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous en rappelez, maintenant, si j'affiche du coup Toto, qu'est-ce qu'il vaut? Ah, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, la première fois, on a affiché valeur dans la première fonction. On a fait une copie de Toto, on a fait x2, c'est 20. Puis on est retourné dans le mail. Dans le mail, on n'avait pas modifié Toto, vu que c'était une copie. 10. Puis, on a envoyé le pointeur, avec qui contient l'adresse de Toto. On a multiplié x2, on a affiché dans la fonction, 10 x 2, ça fait 20. On est retourné dans le mail, bah, comme on avait manipulé directement Toto, vu que l'on a envoyé son adresse par l'intermédiaire du pointeur, bah, Toto, dans le mail, il vaut 20 maintenant. Puis on envoie l'adresse de Toto à nouveau dans la même fonction, x2, bah, ça fait 40, on revient dans le mail, bah, on a travaillé avec Toto directement, donc 40. Voilà. Donc, ne jamais oublier quoi? Bah, ce qui suit. Donc regardez, on déclare la variable h qui vaut 4, on déclare un pointeur, et ce pointeur, on va lui mettre dedans l'adresse de la variable âge. Donc, sur une variable, quand on écrit âge, bah, c'est la valeur que contient la variable, ici 4. Si on écrit et âge, ça va être l'adresse de la variable âge. 12 000, par exemple. Avec un pointeur, si j'écris pointeur, ça va être la valeur qui est contenue dans le pointeur, mais dans le pointeur, ce qu'on y stocke, c'est des adresses. Donc ça ne sera pas l'adresse du pointeur, ça sera l'adresse contenue par le pointeur. Nuance. Et en l'occurrence pour le code ci-dessus, ça sera l'adresse de la variable âge, j'ai dit 12 000. Si j'écris astérisque pointeur, ça sera la valeur qu'on retrouve à l'adresse qui est contenue dans le pointeur. Donc le pointeur contient l'adresse d'âge, 12 000, on se téléporte à la case 12 000 et on regarde ce qu'il y a dans cette case, et dans cette case, il y a la valeur 4. Donc, une variable, son nom tout seul, c'est sa valeur, et devant, c'est son adresse. Un pointeur, son nom tout seul, bah, c'est sa valeur, comme une variable. Mais n'oublions pas que cette valeur est une adresse, qui ne veut rien dire à vos yeux, ni aux miens. Et astérisque pointeur, c'est la valeur que l'on trouve à l'adresse stockée par le pointeur. Donc on se TP à l'adresse que le pointeur connaît, et on regarde quelle valeur il y a dans cette case. Ce qui perturbe les étudiants, c'est qu'on initialise des pointeurs. Il y a un peu deux façons de faire. Vous avez la façon ici où on le fait en deux temps. On voit bien qu'on déclare un pointeur et on voit bien que dans un pointeur on stocke une adresse. Et les gros fainéants comme moi, généralement, on ne s'embête pas, on le fait dans
d'une seule ligne. On déclare le pointeur et en même temps on l'initialise. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un peu perturbant des fois parce que j'ai une phase de déclaration et directement je mets une adresse dedans. Alors que si vous regardez ici, pour mettre une adresse dedans, il ne faut pas mettre ici l'astérisque. Mais c'est parce que l'astérisque ici, il faut voir ça comme deux lignes en une seule. L'astérisque, il est là pour dire je crée un pointeur. Et l'égalité, elle se rabat sur tout ce qui suit l'astérisque. L'astérisque n'est pas inclus dans cette égalité. Voilà, ce sont les deux façons de faire. Alors, encore le même rappel, mais pour que ce soit bien clair. Je vais créer la variable h qui vaut 17, je vais créer le pointeur, je lui faut en une seule ligne l'adresse de h. Le tableau que vous avez sous les yeux, c'est censé représenter votre mémoire. Et on voit qu'à l'adresse 2204, j'ai bien la variable h qui contient 17, et à l'adresse 20216, j'ai la variable pointeur, car un pointeur est une variable, qui contient l'adresse 20204, bah oui, l'adresse de la variable âge. Donc, si j'écris âge, je vais afficher âge à l'écran, bah, ça va me donner 17. Si j'écris et âge, ça va me donner l'adresse de la case mémoire âge 20204. Si j'écris pointeur, ça va m'afficher 20204. Donc vous voyez, c'est comme la variable, hein, on va lire dans la même case. Si j'écris et pointeur, bah, c'est comme une variable, j'aurai l'adresse mémoire du pointeur, donc l'adresse à laquelle il stocke le 20204, et dans cet exemple-ci, cette adresse, c'est 20216. Et ce que on peut faire avec le pointeur qu'on ne peut pas faire avec une variable, c'est mettre un astérisque devant. Si je mets un astérisque devant le pointeur, bah, je vais me téléporter à l'adresse de 20204 et afficher le contenu de cette case, en l'occurrence 17. Si vous retenez bien ce calque, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Ce calque, c'est en reprogrammation en C++, voilà, vous vivez, vous respirez, vous mangez. Ben, en C++, voilà, c'est ce calque, c'est l'équivalent. Si ça, et en C aussi, si ça, vous avez du souci avec ça, tout ce qui suit du cours, c'est mort. Faut oublier. Donc tant que ça c'est pas clair, vous stoppez la vidéo, vous recommencez les minutes là qui sont passées, jusqu'à ce que ce soit bien clair. Sinon après c'est foutu. Voilà, maintenant que je vous ai fait peur, on va pouvoir passer à la suite. Bah, la suite déjà c'est bien beau de vous montrer le pointeur, mais il faut quand même vous motiver un petit peu. Et quelle est l'utilité de ce truc ? Oui, ça c'est sûrement la tête de certains en ce moment. Donc l'utilité du pointeur, bah déjà l'utilité première, c'est d'effrayer les gens qui veulent programmer. C'est pour les dire, faites pas du C, du C++, hein, c'est pour les tordus. Donc ça c'est déjà le premier truc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui font du Java, du C#, du Python, tout ça. Bon, ils savent pas ce qu'ils ratent, mais voilà, c'est comme ça. L'utilité numéro 2, on a vu dans un petit exemple ici dans les fonctions, avec le passage par variable, ça permet d'éviter de dupliquer des données. Donc imaginez, vous avez un tableau de données avec, je sais pas, 1 mégaoctet de données, et vous voulez le trier dans une fonction, puis le renvoyer. C'est génial. Si il n'y avait pas de pointeur, ça veut dire que votre mégaoctet, vous faites une copie, vous faites le tri, vous vous retrouvez avec 2 mégaoctets en RAM, et ensuite, une fois qu'il est tri, vous le renvoyez à votre mail et vous réécrasez votre mégaoctet de données initiales. C'est complètement con. Donc pour ça, le pointeur, c'est pratique. On envoie un pointeur vers votre liste à trier. La fonction trie directement la liste. Et quand vous êtes dans le main, votre liste elle est triée. Il n'y a pas eu de duplication. Le seul transfert qu'a eu à faire votre fonction, c'est une adresse mémoire. 4 octets ou 8 octets si vous êtes en 64 bits. Et pas 1 mégaoctet. Donc, gain d'efficacité, gain de perf. Ok, c'est dégueulasse au niveau de la syntaxe, mais c'est super rapide. Ouais, c'est ce que je viens de raconter. Et l'utilité numéro 3, c'est ce qui suit. Et jusque-là, les perfs, il y en a plein qui s'en foutent. De nouveau,
Si c'était si important, il n'y aurait pas des langages comme le Java. Mais voilà. Donc, il y a une autre utilité, et ça c'est vraiment indispensable, utiliser les pointeurs pour le point numéro 3 que l'on va voir tout de suite. Et bien, cette utilité, c'est le titre du chapitre, c'est l'allocation dynamique. Voilà. Alors l'allocation dynamique, pour vous parler de ça, il faut d'abord que je vous parle des différentes façons de faire de l'allocation. Donc il y a l'allocation statique et l'allocation dynamique. Quand vous écrivez int toto, vous faites une allocation statique. Voilà. Votre compilateur, quand il dit ça, ok, le gars il veut une case mémoire avec toto dedans, ok, je vais la réserver. Il le sait. Par contre, dynamiquement, c'est pas l'allocation dynamique, c'est pas quand votre compilateur analyse le code qui va réserver les cases mémoire, c'est votre programme qui va lui-même, pendant l'exécution, allouer la mémoire. Donc les variables se créent, les zones mémoire se créent à la volée, pas à la compilation, elles se créent pendant l'exécution. C'est ça l'allocation dynamique. Jusque là c'est peut-être encore un peu flou, on va passer à un exemple. Donc, allocation dynamique en C++, voilà la syntaxe. Oui, la syntaxe n'est pas la même en C et en C++. Voici la syntaxe en C++. Donc, on crée un pointeur. Bon, ici, j'initialise vers rien, vers nul, le néant. Et j'ai décidé, ici, à la ligne suivante, de créer un entier. Mais je ne crée pas une variable. J'alloue une case en RAM. Donc, en RAM, j'ai mon pointeur. J'essaie parce que je suis à la souris. Et ça, c'est cette ligne-là. Et puis, cette ligne-là va me créer une autre case avec un entier. Et je vais dire au pointeur, toi, tu pointes vers cette case. Voilà. Et donc, cette case, celle-ci, n'a pas été réservée à la compilation, elle a été créée pendant l'exécution du programme. Si j'ai plus besoin de cette case, à un moment donné pendant le programme, parce que plus besoin, je peux, ici c'est l'instruction là, delete, qui va supprimer la case. Voilà, je teste la gomme, hop, 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 ouais, ça marche. Donc, la case disparaît. Le pointeur existe toujours, mais la case est libérée, donc elle peut être utilisée par un autre logiciel, enfin par le même logiciel, enfin voilà, elle est libérée. C'est important parce que tout ce que vous allez créer dynamiquement, quand le programme se coupe, si vous ne les avez pas deletés, ils sont toujours utilisés. Perso, j'ai déjà eu le cas comme ça dans un soft, en plus j'avais mis en prod, pas bien. La mémoire était créée, et j'oubliais de la libérer. Et toutes les 2 heures, il fallait redémarrer la machine. Parce que même si le soft se coupe et se relance, la zone mémoire reste réservée. Donc c'est important d'effacer ce que vous créez dynamiquement. Généralement, très souvent dans le code, si vous avez un new que vous écrivez quelque part, normalement vous allez avoir un delete quelque part ailleurs qui correspond à ce que vous avez créé. Donc vous devez avoir autant de new que de delete. Si c'est pas le cas, soit vous faites un code un peu bizarre, ça peut arriver, soit vous êtes un peu merdé, quoi. Donc normalement un new, un delete. Retenez bien ça. Alors là, créer une case dynamiquement, pour le moment vous voyez pas encore trop l'utilité, mais ça va venir. On peut créer un tableau aussi, dynamiquement. Donc voilà, je déclare ici un entier. Donc il y a une case en mémoire qui est créée à la compilation, qui vaut, ah merde, avec la souris ça va être chaud, qui vaut 99. Et on crée une autre case qui est notre, donc ça c'est la case 99, qui est tabdin, qui contient la valeur nulle. Ok, donc c'est bien un pointeur. Ensuite, avec cette opération, nous allons créer taille case. Donc, je crée pas un entier, mais taille entier. Et donc, en mémoire, je vais créer tout un paquet de cases. Toc, 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 toc. 99 cases. Et vous voyez que je stocke ça ici dans mon pointeur. Donc, ce pointeur va pointer vers la première case de ma liste de 99 cases. Et voilà, vous faites un soft où le gars, l'utilisateur du soft,
il dit voilà, moi je veux stocker 200 cases. Bah, vous ne saviez pas à l'avance que le gars allait lire 200. Peut-être qu'il allait lire 2, peut-être qu'il allait lire 20 000. Si vous ne connaissez pas l'allocation dynamique, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous créez un tableau de 50 000 cases en vous disant bah, il n'y aura personne qui vous emmerdera à demander plus de 50 000 cases. Et elles sont là, elles ne servent à rien. S'il en veut 2, bah, il y en a tout un paquet qui ne servent à rien. Ou bien vous utilisez l'allocation dynamique. Vous créez que ce que vous avez besoin de mémoire. Du coup, si le mec il voulait que 2 cases, bah, on crée 2 cases. Si le gars il voulait 60 000 cases, bah, votre programme il part pas en couille parce que voilà, vous avez fait une limite de 50 000 avec l'allocation statique. Sinon en dynamique, il n'y a pas de limite. Enfin, si, il y a une limite physique, mais en dehors de ça, c'est bon. Que ce soit 60 000 ou 200 000, ça passe. Donc ça, c'est bien. C'est en fonction de ce que l'utilisateur fait, vous créez les données. Donc ça, c'est l'exemple pour un tableau à une dimension. Normalement, vous avez vu ça en quad 1. Mais sinon, pour ceux qui font une passerelle, ben, vous avez vu ça il y a jadis, il y a longtemps, j'espère. Et alors, pour digiter un tableau, faut pas oublier de rajouter crochet pour pouvoir dire qu'il n'y a pas qu'une case à digiter, mais un paquet de cases à digiter pour libérer la mémoire. Donc ça, c'est une des utilités du pointeur, c'est de pouvoir être utilisé pour l'allocation dynamique. Et donc l'allocation dynamique, c'est de créer des zones mémoire à la volée pendant l'exécution en fonction de ce que l'utilisateur demande. Si vous n'aviez pas l'allocation dynamique, vous devriez prévoir à l'avance toutes les possibilités de ce que l'utilisateur pourrait vouloir. C'est un petit peu compliqué et donc il vaut mieux créer à la volée en fonction des besoins. Voilà un exemple avec le tableau. Ah zut! Oui, bon ça c'était une animation, vous avez compris, taille c'était le nombre d'éléments à allouer, je l'ai cliqué. Alors, un exemple avec un tableau à 2 dimensions, donc ça c'était à une dimension, à 2 dimensions, je vous préviens, c'est de la syntaxe de barbare ici. Hein. Voilà, faut pas avoir peur de se salir les mains, donc go, là, si c'est à 2 dimensions, bah, faut travailler avec. Donc si le pointeur doit stocker une adresse à 2 dimensions, d'un tableau à 2 dimensions, bah, c'est un double pointeur. Et oui, il y a 2 astérisques. J'ai l'impression de vous torturer là, c'est sympathique, j'aime assez bien. Donc, comment fait-on avec ce double pointeur? Eh ben, je reviens, enfin sur le cas précédent, rappelez-vous, dans un pointeur, on peut stocker une liste de choses. Comme si ici, un double pointeur, ça veut dire qu'on va stocker une liste de pointeurs. Voilà, on retire une étoile. Et donc, dans cet exemple-ci, nous allons faire une liste de size Y cases, et chaque case sera un pointeur d'entier. Ensuite, voilà, on va boucler sur ces size Y cases, de 0 à size Y-1, quoi, on va boucler, et pour chaque case de mon pointeur, de ma première dimension de mon pointeur, donc rappelez-vous, une case, c'est une adresse, dans ce cas-ci, on a bien fait ici, regardez là, hop, chaque case, c'est un pointeur d'entier, et donc pour chaque case ici, on va créer un tableau à une dimension de size X entier. Donc, si size Y vaut 4, ben je vais créer poum, poum, poum case. Puis je vais boucler sur chacune de ces cases. Si size X vaut 3, je vais créer, c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça. Je vais créer 3 cases. Une fois, 3 cases. 2 fois, 3 cases. 3 fois, et 3 cases 4 fois. Et là, je suis en train de me dire que mon dessin va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Et du coup, ce pointeur-là pointera vers cette liste de 3 cases ici. Deuxième itération, on aura ça. Troisième itération, on aura ça. Heureusement que j'ai pas fait 20 cases. Et quatrième itération, on aura ça. Ça devient un peu n'importe quoi, mais vous avez vu l'idée.
Donc notre double pointeur, je vais prendre une petite couleur, il va pointer vers l'adresse de cette bouboule-ci. Et en se baladant dans la première dimension, on va se balader comme ça, et en se baladant dans la et donc on va trouver une ligne correspondante en se baladant dans la deuxième dimension. Imaginons qu'on prenne la dernière bouboule, ben on va se balader dans ce sens-là. Et donc on aura un tableau à deux dimensions qui s'utilise comme un tableau à deux dimensions classique, où je peux avoir accès à, par exemple, si je veux afficher la dernière case, où là ça va être chaud, si je veux afficher la dernière case, donc je peux faire un cout, c'est génial, il n'y a pas l'outil pour écrire ici, enfin bref, ARI, dans le cas où size Y vaut 4, bah, je mets 3, et dans le cas où size X vaut 3, bah, je mets 2, parce que ça commence à 0, voilà. Et là, j'affiche la dernière case, donc, avec petite couleur, on va s'amuser jusqu'au bout, je vais afficher cette case-là. Voilà. Donc on sait utiliser notre pointeur comme si c'était un tableau à deux dimensions, ni vu ni connu. Il faut juste masquer ce code-là qui est super pas beau. Et puis il y a le code final, il ne faut pas oublier que quand on a créé tout ça, bam, dynamiquement, que ça devient un fameux scarabée de chat, dynamiquement, bah, il ne faut pas oublier d'effacer tout ça. Alors la syntaxe, elle est magnifique. Il faut de nouveau boucler sur chaque ligne, effacer donc chaque tableau à une dimension qu'on a créé, et puis ensuite on efface la ligne du pointeur. Donc on fait la même chose que la création, mais à rebours. Et là on efface tout le contenu. Si vous ne faites pas ça, votre tableau, il est en RAM, et il est perdu, on n'y a plus accès, et il occupe de la RAM pour rien. Il faut rebooter la machine pour l'effacer. C'est top. Voilà, du coup là, vous savez comment créer un tableau à deux dimensions dynamiquement. Vous demandez à l'utilisateur qu'est-ce que tu veux comme size X, size Y, pouf, et là vous créez le tableau. Et ça s'utilise ensuite comme un tableau. Comme c'est deux dimensions, il y a deux astérisques. Ben, on peut faire trois dimensions, c'est un triple pointeur, 4 dimensions, quadruple pointeur, et on va se marier comme ça. Du coup, à quoi que ça sert tout ça? Ça, c'est sûrement la tête de certains d'entre vous. Ben, clairement, l'utilité de l'allocation dynamique, ben, vous l'avez vu, c'est de justifier les pointeurs. Tels que les pointeurs, c'est de justifier l'allocation dynamique, donc ça c'est évident. Ça vous fait une belle jambe. Sinon, l'utilité, ben, c'est vraiment que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance toutes les actions que l'utilisateur va faire. Alors si c'est juste afficher la suite de Fibonacci, oui, mais imaginez un programme de dessin, ou par exemple le logiciel PowerPoint, moi je sais pas, le mec s'il va mettre 10 slides ou 3000 slides dans sa présentation. Et si sur un calque il va mettre 2 images et 3 triangles, ou 27 triangles et 2 lignes, on n'en sait rien. Et donc pour ça, l'allocation dynamique, c'est pouvoir créer les choses à l'avance. Donc, c'est pour créer les choses à l'exécution, et pas devoir tout prévoir à l'avance. C'est ça l'idée. Donc quand je vais ajouter moi une image sur PowerPoint, bah, il y a derrière dans le code de PowerPoint, il y aura une opération new image qui va se créer et qui va permettre de stocker cette image dynamiquement. Imaginez un jeu vidéo, s'il n'y a pas d'allocation dynamique, bah, chaque petit avion, si vous voyez chaque missile, bah, vous aurez dû prévoir toute l'existence de ça à l'avance. En mémoire, ça aurait été un peu compliqué. Donc c'est pour ça que l'allocation dynamique est là. Alors elle existe dans les autres langages, hein. C'est juste que dans les autres langages, le principe de pointeur est un peu masqué. Et dans les autres langages, comme les autres langages sont faits, bah, désolé, mais pour les fainéants, je les utilise aussi, hein. Mais voilà, c'est pour cacher la complexité qui se cache derrière le principe d'allocation dynamique et des pointeurs. Donc les pointeurs sont masqués, et le fait de libérer la mémoire, le delete, il est automatique. Donc en Java, en C#, il y a des ramasse-miettes qui sont là, qui essaient de regarder, tiens, si la variable est utilisée ou pas, ou elle a l'air d'être plus utilisée, on va la dégager. J'en parle dans un autre cours, mais
il est impossible, ça a été prouvé mathématiquement, qu'un programme puisse savoir si une variable est toujours utilisée ou pas. Voilà, c'est pas possible. Donc ces systèmes sont pas optimales, sont pas exacts, quoi. Sont des heuristiques. Donc voilà, ici avec le C++, c'est à vous à gérer l'histoire, et donc vous savez, vous qui avez fait le code, si l'objet sera toujours utile ou pas. Et donc vous allez faire quelque chose qui exploite exactement le minimum de ressources et qui donc sera le plus performant possible. C'est l'idée. Performance, c'est C++. Voilà, il n'y a pas à chercher. Pourquoi? Pour ces raisons-là. Voilà, c'est évident. Merci Pilaf. Donc, l'allocation statique pour faire ça, j'ai pris une couleur qui ne se voit pas, ça, c'est mort. On ne fait pas. Il faut de l'allocation dynamique. Donc, n'oubliez pas, l'allocation dynamique, toujours bien libérer la mémoire, sinon on perd de l'utilisation de mémoire. Et le truc, c'est qu'il faut faire gaffe quand on utilise les pointeurs, d'être bien sûr qu'il y a des valeurs, ils pointent vers des bonnes adresses. Parce que quand vous créez une variable, ça contient n'importe quelle valeur si vous l'initialisez pas, un pointeur c'est pareil. Un pointeur que vous créez et vous mettez pas d'adresse dedans, va contenir une adresse complètement random. Et si vous l'utilisez après, si ça se trouve, vous allez modifier une variable que vous utilisez ailleurs, et du coup votre programme il part en sucette, alors que c'était pas prévu. Et à chaque fois que vous lancez votre programme, il se passe un autre truc. Ça devient complètement random, c'est assez sympathique. Donc le truc, c'est que généralement, quand on crée un pointeur et qu'on n'utilise pas tout de suite, on l'initialise avec la valeur nulle. Comme ça, ça pointe vers rien, quoi. Et si on l'utilise par bêtise après, on ne modifiera pas une valeur auquel on ne devait pas modifier. Alors, quand vous utilisez justement un pointeur qui pointe vers un truc auquel vous n'avez pas accès, l'erreur typique que vous appelez, ça s'appelle la segmentation fault. Voilà, c'est quand vous tentez d'accéder à un emplacement mémoire auquel vous n'avez pas accès. C'est typique. C'est une crasse à débugger, hein. Mais si vous avez segmentation fault, vous avez merdé sur un pointeur. Vous accédez à une case, vous n'avez pas accès. Typiquement, vous créez par exemple une liste de valeurs, un tableau une dimension de 10 cases, et vous voulez accéder à la case 27. Ça peut vous provoquer une segmentation fault. Voilà. Donc, segmentation fault, à vous de trouver où c'est. C'est un pointeur qui accède à un truc auquel il ne peut pas. C'est ça la définition. Donc, ouais, ça c'est un truc que j'avais trouvé, c'est pas super marrant, mais il y a le PC qui dit, écoute mon gars, avant que tu compiles, écoute bien. Je sais que tu t'es endormi. Ah ouais, donc il lui explique en fait ce que ça fait une segmentation fault. En gros, je vous fais le résumé, il lui dit, c'est comme si tu t'étais endormi, puis tu rêves que tu trébuches, du coup tu te réveilles d'un coup net. C'est ça que ça fait une segmentation fault pour un ordinateur. Ouais, c'est pas très fun, je sais. C'est ce que j'avais trouvé. Mais voilà, segmentation fault, évitez. De toute façon, votre programme. En plus, ce qui est un peu con avec ça, c'est que votre compilateur, lui, va pas vous prévenir que vous avez une segmentation fault. Le programme va s'exécuter. En fait, c'est ça le truc. Vous compilez, ça passe, et puis le programme il s'exécute, et si ça se trouve, ça va passer, parce que vous demandez à l'utilisateur quelle case veux-tu afficher. Le mec il dit 2, vous avez un tableau de 10 cases. Vous affichez la case 2. Et puis, quelle case veux-tu afficher? Le mec il dit 18, vous avez un tableau de 10 cases. Vous essayez d'afficher la case 18, boum, segmentation fault. Voilà, votre programme il bug. Vous l'aviez pas vu à la première exécution. Voilà, donc c'est un peu vicieux, mais il faut faire gaffe. Du coup, bon voilà, on n'a pas de TP ensemble pour le moment. Physique, merci le Corona. Donc vous êtes chez vous, donc vous n'allez pas m'appeler pour ça, mais quand on a TP physique, en présentiel, segmentation fault, vous vérifiez vos pointeurs. Hein. Ça sert à rien d'appeler le prof pour monsieur, il y a un bug. Segmentation fault, c'est clairement, c'est pas le PC qui merde, hein, c'est vous qui avez foiré, qui essayez d'accéder à quelque chose, vous pouvez pas. Faut vérifier tous vos pointeurs, c'est le truc à faire. Donc dans la vie, il y a ceux qui gèrent le C++, puis il y a ceux qui trouvent ça trop compliqué, qui font du Java, du C# et des trucs comme ça. Voilà, chacun a son style.
Et donc, du coup, ces gars-là, bah, ils sont un peu paumés en C++ généralement. Et alors, on a tenté de les attirer. Dire, bah, ouais, mais des fois, eux, ils ont besoin du C++, hein, quand leur code, il rame, il faut qu'ils se mettent au C++. Donc, on va essayer de rendre le C++ plus facile. Du coup, ils ont rajouté un autre truc dans le C++, qui s'appelle les références. Du coup, le C++, c'est encore moins clair grâce à ça. Grâce à ceux-là. Là. Donc, qu'est-ce que c'est que ces références? Et ben voilà, on y est. Donc, on déclare une variable qui vaut 10, et puis on peut utiliser autre chose qu'un pointeur, on peut utiliser une référence. Et là, Gogol qui a fait le C++, au lieu d'utiliser un caractère qui est utilisé ailleurs, enfin nulle part, genre, je sais pas, le dièse, il aurait pu utiliser le dièse. Non, ce con a utilisé le ampersand, donc le i commercial, qui est utilisé pour symboliser une adresse. Sauf que dans ce cas-ci, bah ouais, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire adresse. Voilà, ça c'est malin. Donc là, quand on déclare, donc dans la zone ici, c'est bien une déclaration, et qu'il y a un et commercial dans la déclaration, ça veut dire qu'on crée une référence. Et l'idée d'une référence, c'est que ça va s'utiliser un petit peu comme un pointeur, sauf que pas tout à fait. Donc le principe, voilà, c'est que ça ne va pas stocker la valeur de hash, ça va stocker l'adresse de hash, mais ça va s'utiliser comme si on manipulait hash. Donc regardez, si je veux incrémenter hash, bah, je fais hash++, et quand j'ai une référence sur hash, bah, il suffit que je fasse référence sur hash++ pour l'incrémenter. Du coup, si vous regardez que cette ligne-ci, vous regardez que ça, et rien d'autre, bah, ouais, vous savez que vous incrémentez ce qu'il y a dans référence sur hash. Sauf que vous ne savez pas qu'en fait vous incrémentez autre chose que hash. Ça se voit pas. C'est le bordel. Ça, c'est les références. Et les langages, en fait, Java, C# travaillent nativement là-dessus. En fait, ça masque le principe de pointeur. C'est des références partout. Et donc les mecs, ils savent pas s'ils travaillent avec des copies, ils savent pas s'ils travaillent avec des adresses, ils savent rien. Et donc on a décidé de faire comme ça en C++, comme ça ils sont pas paumés. Et c'est les références. Voilà. Donc si vous affichez la valeur de âge, ça donne la valeur de âge, et si vous affichez la valeur de référence sur âge, ben, ça ne donnera pas l'adresse comme un pointeur, ça donnera la valeur de âge. Voilà. C'est cool. Vous voyez? Donc on a fait âge qui valait 10, on a fait référence sur h++, donc c'est passé à 11, puis h++, c'est passé à 12, on affiche âge et référence sur âge, tous les deux affichent bien 12. Voilà. Donc c'est, vous pouvez voir la référence comme un alias. C'est un alias d'une variable. C'est ça. C'est un autre nom, dans ce contexte-là, pour la variable. Dans ce cas-là, ça paraît inutile, mais c'est super utilisé. Je vais même vous dire que la majorité des développeurs, parce que je crache un peu sur Java C# là, mais la majorité des développeurs C++ utilisent les références. Moi je suis contre, mais bref, vous pouvez le faire, moi ça me pose pas de soucis. Moi je suis contre pour des soucis de clarté, je trouve ça pas clair. Mais voilà, libre à vous de le faire, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, grâce à ces super références, ben, faut revoir notre point de vue sur le ne jamais oublier. Donc, vous déclarez une variable âge. Âge, ben, si vous tapez âge plus loin dans le code, c'est la valeur que contient âge. Plus loin dans le code, si vous tapez et âge, c'est l'adresse de la case de la variable âge. C'est bien l'adresse parce que ici on est après la déclaration, il n'y a pas de int devant. La déclaration s'est fait avant. Là on déclare un pointeur parce qu'il y a l'astérisque et tant qu'à faire on initialise à l'adresse de la variable âge. Donc si j'écris P plus loin dans le code, c'est l'adresse de la variable âge, donc l'adresse contenue dans le pointeur. Si j'écris astérisque P, c'est la valeur de la variable âge. Comme le pointeur contient l'adresse de âge, le fait d'écrire astérisque P, je me téléporte à la case mémoire âge et je regarde la valeur qu'il y a dedans. La référence, bah, c'est le et commercial ampersand pendant la déclaration.
qu'on initialise à la variable âge. Donc on copie pas la valeur de âge, on prend l'adresse de âge. Mais sauf qu'on ne doit pas mettre l'adresse de âge parce que c'est une référence. C'est super. Donc plus loin dans le code, si j'écris R, bah, c'est la valeur de âge. Et si j'écris ER, c'est l'adresse de âge. Voilà. C'est génial. Donc, rappel de nouveau visuel. Je crée une variable âge qui vaut 17. Si j'écris âge, j'ai 17. Si j'écris âge, j'ai l'adresse de la case mémoire âge. J'ai un pointeur qui pointe sur âge, il contient du coup l'adresse de la case mémoire âge, donc 20204. Si j'écris juste P, le nom de mon pointeur, j'ai 20204. Si j'écris EP, j'ai l'adresse mémoire du pointeur 20216, donc c'est comme une variable. Par contre, si j'écris astérisque P, je me téléporte en 20204 et j'ai la valeur de la case de la valeur, donc 17. Et la référence, c'est une référence qui est un alias de âge. Du coup, si j'écris R, ben, j'obtiens la valeur de âge, donc 17, et si j'écris ER, j'obtiens l'adresse mémoire de âge 20204. Voilà, donc c'est vraiment un alias de âge. C'est le même, c'est un autre nom pour âge. Faut le voir comme ça. Ça sert à rien. Donc là, en l'état, ça sert à rien. J'ai quand même une utilité, je vais vous la montrer après. Utilité facultative, hein, on peut s'en passer. Voilà. Mais en gros, ce calque-là, vous voyez le titre. Si vous oubliez ça, c'est mort. C'est pas la peine. Voilà, les TP, c'est pas la peine. Les TP, c'est mort. Donc il faut bien connaître ça, c'est votre Bible. J'avais donné ici ce cours-là, enfin le syllabus à un pote qui voulait apprendre le C++. Je lui ai dit, écoute, il y a un calque à retenir, c'est le 24. Voilà, vous voyez le numéro, enfin c'est le 24. Ici c'est parce que c'est une version sur vidéo, c'est pas la numérotation que vous avez dans votre syllabus écrit. C'est ce calque-là, quoi. Ce calque-là, d'ailleurs, il l'a imprimé, il l'a foutu au-dessus de son écran, et c'est sa référence pour pas oublier, quoi. Ce calque-là, c'est le truc à jamais oublier. Donc je reprends le code qu'on a vu tantôt avec les fonctions. Donc le passage valeur, rappelez-vous, c'est ici le paramètre est juste comme une variable. Donc on envoie une copie de ce qu'on va lui envoyer. Le passage par variable, on l'a vu tantôt, c'est un pointeur. Donc on reçoit une adresse. Et du coup, comme il existe les références, il existe alors le passage par référence. Donc on va envoyer la variable et on va créer un alias de cette variable qui s'appellera référence. Et ça va fonctionner un petit peu comme un pointeur, donc on va accéder à la variable directement qu'on a envoyée à la fonction, sauf que ici c'est une référence, et la seule différence qu'il y a par rapport au pointeur, c'est la manière dont on va appeler la fonction, et la manière, ici on voit qu'on utilise, on doit mettre le astérisque devant parce qu'on travaille avec un pointeur, ici il ne faut plus le mettre. Mais ça aura le même, parce que c'est une référence, mais ça aura le même effet. Donc ces deux fonctions-là ont exactement le même effet. C'est juste que la syntaxe d'appel est différente. Alors cette syntaxe d'appel, on va la voir. Donc on crée la variable Toto qui vaut 10, un pointeur Toto qui pointe vers Toto. Si j'appelle valeur x2 Toto, j'envoie donc une copie de Toto. On va l'afficher à l'écran. Je reviens dans le main, Toto est inchangé. J'envoie cette fois-ci le pointeur, donc l'adresse de la variable Toto. Je l'envoie au passage par variable. Donc on va créer directement sur Toto. Donc Toto sera modifié. Ça c'est le même code hein, que dans l'exemple précédent, quelques calques avant. Par contre, on a ici référence x2, où on va envoyer, vous voyez ici, on envoie directement la variable, et on va créer une référence qui va être pas une copie, ça va être un alias de cette variable. Donc référence permettra d'accéder directement à Toto, comme un pointeur, sauf que c'est pas la syntaxe du pointeur. Parce qu'apparemment un astérisque était trop demandé à certains, donc on a fait les références. Donc pour être bien sûr, voilà l'exécution du code. Donc Toto, on l'envoie à la fonction valeur x2 qui reçoit une copie de Toto dans la fonction fait x2, 10 x 2 ça fait 20. On revient dans le mail, on n'a pas touché à Toto vu que c'était une copie, donc ça vaut toujours 10. On envoie cette fois-ci l'adresse de Toto qui est stockée dans le pointeur à la fonction variable x2. On fait 10 x 2, ça fait 20. On revient dans le main, on a modifié Toto, il vaut maintenant 20.
Pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'un pointeur, on peut utiliser la même fonction et envoyer directement l'adresse de Toto qui vaut 20, on le fait x2, ça fait 40. On revient dans le main, il vaut donc 40. Et avec l'appel, le passage par référence, on envoie la variable Toto. Et on va traiter directement dessus via la référence. 40 x 2, ça fait 80. On revient dans le main, on affiche 80. C'est top. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir l'instanciation dynamique. Au niveau des objets. Donc on a vu l'instanciation dynamique, un exemple de tableau, 1D et 2D, mais on va le voir avec les objets. Par contre, juste, je vous ai pas dit, mais en dehors de mes boutades avec Java C#, pourquoi on a fait les références, très souvent les développeurs en C++ aiment bien faire des passages par référence. Simplement, comme ça ils s'ennuient pas à faire des astérisques partout et des petites flèches, tout ça pour les accès aux méthodes, on va voir après. Mais c'est très souvent utilisé. Moi, j'aime vraiment pas parce que j'aime bien cette notion de pointeur et d'être sensibilisé au fait qu'on travaille sur une adresse et pas sur l'objet en lui-même. Voilà, mais bon, chacun son style. Donc, l'instanciation statique, donc comme on a fait jusqu'à présent, vous avez ici une classe Toto. Vous voyez que dans Toto, on a un constructeur par défaut qui permet de construire Toto sans prendre de paramètres, et on a surchargé le constructeur pour lui fournir des données. Et donc là, on est à une instantiation statique, on crée l'objet directement, c'est le compilateur qui dit « Ah tiens, tu veux faire un objet Toto qui s'appelle Toto 1 ? Ok, c'est fait. Ah tiens, tu veux faire un objet Toto 2 un objet Toto qui s'appelle Toto 2, et qui a 14 ans, et qui est un homme, et qui fait 1m60, je dis pas très grand lui. Ok, je le fais. Et donc là, c'est la compilation qui sait qu'il devra réserver ces zones-là en mémoire. Version allocation dynamique, ça donne ça. Allocation dynamique, il faut un pointeur. Donc j'ai un pointeur Toto 3 et je fais un nouvel objet Toto. Et j'ai un pointeur Toto 4 et je fais un nouvel objet Toto qui lui a 14 ans, est un homme et qui fait 1m60. Voilà. C'est la syntaxe qui varie. La différence en allocation dynamique, c'est la mémoire sera allouée à l'exécution. Et sur la statique, elle sera allouée à la compilation. Alors pas oublier, comme il y a des new ici, en fin de programme, il ne faudra pas oublier de faire un delete Toto 3 et un delete Toto 4 pour désallouer, pour libérer la mémoire. Alors, qu'est-ce qui change avec quelque chose qui a été alloué statiquement et dynamiquement? Reprenons notre exemple de Toto. Donc on a ici un Toto statique et un Toto dynamique. Si je veux accéder à une méthode, si c'est un objet qui a été créé statiquement, vous voyez en jaune, c'est le nom de l'objet, point, l'appel de la méthode. Tandis que si c'est quelque chose qui est alloué dynamiquement, Toto dynamique, c'est pas un objet. Toto dynamique, c'est un pointeur, donc c'est juste une case mémoire qui va contenir une adresse. J'essaye de faire ce que je peux avec ma souris. Voilà, on va dire que c'est adresse, qui va contenir une adresse d'un truc qui a été loué dynamiquement. Donc ici, j'ai un objet de type Toto. Toto, voilà. Et ce Toto dynamique, il est ici. Donc, Toto dynamique, c'est ça. Tandis que Toto statique, c'est directement un objet de type Toto. Voilà. Toto statique, c'est un objet petit Toto, on accède directement, tandis que Toto dynamique, c'est un pointeur qui accède, qui contient l'adresse d'un objet de type Toto. Parce qu'on a fait new Toto ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une syntaxe qui est différente là. Donc Toto statique étant un objet, j'y accède avec le point. Toto dynamique étant un pointeur, je dois me téléporter vers l'objet vers lequel il pointe, d'où cette flèche. Pour accéder à la méthode. Donc c'est à la méthode cette âge, elle n'est pas ici, et elle est là. C'est pour ça que c'est une flèche. Et donc, on voit qu'on a affaire à une adresse et un pointeur, grâce à cette syntaxe. Voilà donc, le grand sage Tortue Géniale répète en fait ce que je viens de dire. On voit directement si on manipule un objet ou un pointeur grâce à ça.
Donc c'est pas pour vous embêter, la syntaxe, c'est vraiment pour faire cette différence. Et là où les références foutent le bordel, ben, c'est qu'une référence se manipule comme un objet. Donc c'est un point. Et donc c'est pour ça que les développeurs aiment bien les références, ben, on se pose pas la question, c'est un point partout. Voilà. Facile. C'est juste par facilité. Donc voilà un exemple avec les références. On reprend le même et on recommence. Donc on a notre objet tautostatique ici. Donc il y a un objet qui va être créé statiquement par le compilateur. Puis hop, il y a un pointeur qui est créé. Boum, tautodynamique. Comme il y a new toto, à l'exécution, pouf, il y a un objet toto qui se crée et le pointeur va pointer vers cet objet. Donc on a deux objets toto à cet instant-ci. Puis à la référence qui se crée, ben, la référence va avoir pour effet de faire un alias sur notre tautostatique, vu que c'est ce qu'on a demandé ici. Alors, tautostatique, c'est bien point pour accéder à la méthode de l'objet. Tautodynamique, c'est bien flèche, vu que c'est un pointeur pour accéder à la méthode de l'objet vers lequel il pointe. Et la référence, c'est un point, parce que vous voyez dans mon exemple là, c'est comme si on manipulait l'objet. Voilà. Donc, perso, je vous déconseille les références parce que, voilà, enfin moi j'aime pas trop parce que quand on regarde que cette ligne là, ben, on voit pas que c'est une référence. Ça se voit pas, ça peut être un objet direct ou une référence, on le sait pas. Là on voit que c'est un pointeur. Et si on n'utilise pas de référence, si moi je m'interdis d'utiliser des références et que j'ai une ligne comme ça, ben, je vois que c'est un objet. Voilà, c'est facile. Si on n'utilise pas de référence, ça c'est un objet et ça c'est un pointeur. Si on utilise des références dans notre code, ben, on ne sait pas si ça c'est une référence et on ne sait pas si ça c'est un objet. Chacun son truc. Maintenant, allez, 99% des programmeurs utilisent les références parce que voilà, c'est point partout, faut pas se poser de questions et s'il y a une merde, on verra après. Ah, le dieu de la destruction. C'est vrai qu'on a vu au cours précédent le destructeur et on n'a pas encore vraiment vu son utilité. Et donc là, c'est le moment. Voilà, donc déjà, je vous rappelle qu'à chaque instanciation dynamique, chaque fois que vous avez un new, il ne faut pas oublier quelque part d'y mettre un delete. Ça veut dire que si vous faites un new d'un objet, vous allez mettre un delete quelque part, et du coup, quand vous deletez l'objet, le destructeur sera appelé automatiquement. Et là, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, avec cet exemple-ci. Donc, j'ai une classe Brawl. Et dans ma classe Brawl, j'ai une méthode, voilà, qui dit coucou. C'est la méthode parle. Et j'ai ici un destructeur. Et quand le destructeur est appelé, quand on tue le Brawl, il dit arc, je me meurs. Donc, ici on va créer un Brawl statiquement, on crée un Brawl dynamiquement, le main il dit coucou, puis on demande au premier Brawl, donc qui s'appelle truc 1, oui c'est très explicite hein, comme terme, comme choix de nom. Alors truc 1, ben, on appelle la fonction parle, la méthode parle, il va dire coucou, puis truc 2, flèche parle, il va dire coucou, puis je dégomme truc 2, donc normalement, bah, truc 2 je le dis, donc il va dire arc je me meurs, puis le main dit au revoir, et puis une fois qu'on arrive là, tout ce qui est alloué statiquement se détruit. Donc là, ce sera autour de truc 1, de dire arg, je me meurs. Boum. Donc on a bien tout ce que j'ai dit là. Bonjour du main, les deux coucous, le arg je me meurs qui vient de truc 2 parce qu'on le delete, le au revoir du main et le arg je me meurs qui vient de truc 1 parce qu'il est alloué statiquement et il est détruit en quittant le programme. Oui, alors là, ok, ça c'est la destruction dynamique contre statique, mais on n'a pas encore là, dans ce calque-ci, l'utilité du destructeur. La voilà, enfin, l'utilité du destructeur, ce que tout le monde attendait depuis des semaines. Donc on y est, on y est. Et là, on va commencer l'explication en partant du bas. Donc on va commencer avec le main. Regardez, on va construire une voiture. Donc on a un pointeur qui s'appelle Suzuki. Hop, Suzuki. Et là c'est lui. Boum. Et on va créer donc un objet voiture. Objet voiture. V. Alors on va aller voir, tiens, c'est quoi la classe voiture? Qu'est-ce qu'il y a dans voiture?
Donc dans voiture, il y a, ok, super. Ah, dans voiture, il y a un attribut privé qui est un pointeur engine. Alors, je vais le mettre dans une autre couleur. Voilà, rouge, voilà, hop, engine. Donc j'ai un attribut qui est un pointeur, on voit que c'est un pointeur. Donc dans l'intérieur de l'objet, il y aura un attribut qui est un pointeur. Et quand on a créé l'objet, on a appelé le constructeur voiture. Et donc quand on a ici dans cette ligne-ci, on a fait une nouvelle voiture, on a appelé le constructeur. Et dans ce constructeur, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un moteur. Donc on a créé un moteur, hop, voilà, un objet de type moteur. Et l'adresse de cet objet, on l'a mis dans l'attribut engine de notre objet voiture. Alors là, il y a la classe moteur. Qu'est-ce que le moteur peut faire? Ben, on voit qu'il y a un constructeur qui fait vroom et un destructeur qui fait crack. Voilà, ça c'est pas important. Donc sur cette unique ligne ici, nous avons créé un objet voiture. Et dans cet objet voiture, on a appelé le destructeur qui a créé un objet moteur. Et on a stocké l'adresse de ce moteur dynamiquement créé dans l'attribut engine qui est stocké dans notre objet voiture. Et on a le pointeur Suzuki qui permet, j'ai oublié de faire ma flèche, qui permet d'accéder à notre objet voiture, qui lui-même, avec son attribut engine, permet d'accéder à l'attribut moteur. Si maintenant je delete Suzuki, et là je suis en train de me dire que j'ai une animation qui va apparaître, qui va écraser mon dessin, si je delete Suzuki, je vais deleter ma voiture, vu que Suzuki est une voiture. Regardez, waouh, j'arrive à effacer tout ça. Toc, toc, c'est bien fait PowerPoint. Donc voilà, j'ai deleté ma voiture. Et donc je me retrouve avec mon moteur en RAM que j'ai pas accès. Alors comment je peux vous prouver ça? Comme dans ma classe moteur, j'ai vroom quand le constructeur est appelé et crack quand le destructeur est appelé, je vais vous montrer que quand je delete Suzuki, quand j'efface la voiture, le moteur il va pas dire crack, vu qu'il ne sera pas détruit. Normalement, si tout va bien, c'est l'animation qui suit. Boum. Voilà. Vous voyez qu'on a le vroom de la création du moteur, on n'a pas le crack de sa destruction. Donc mon programme se coupe et j'ai le moteur qui est toujours là. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Donc cette fois-ci maintenant, vous avez deviné, c'est maintenant que le destructeur va intervenir. C'est Beerus, le roi de la destruction, c'est ici qui va montrer ce qu'il peut faire. Donc on ajoute dans voiture le destructeur, puisqu'il y a le tilde, et dans le destructeur, on va deleter ce qui est pointé par engine. Donc pour rappel, on a ici Suzuki, notre pointeur, new voiture, donc on crée une voiture. Dans voiture, il y a un attribut engine. Dans le constructeur, cet attribut va servir à stocker une adresse de quelque chose qu'on crée dynamiquement, le moteur. Hop là. Je delete Suzuki. Donc j'appelle ici d'abord le destructeur, et dans le destructeur, je delete engine. Donc je vais voir mon attribut engine, contient-il une adresse? Oui. Pointe-t-il vers quelque chose? Oui. Je dégomme ce vers quoi il pointe. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon destructeur, donc je peux détruire mon objet. Voilà. Donc j'ai plus que mon pointeur Suzuki qui sera lui détruit quand le programme se terminera. Et voilà. Donc on vérifie. On voit bien que cette fois-ci, donc le moteur a été créé vroom et le moteur a été détruit crack. C'est bon, notre mémoire elle est clean. Voilà. Alors, il sert à quelque chose notre destructeur. C'est principalement à ça qu'il sert. Donc, des objets qui créeraient d'autres objets dynamiquement, c'est à pas oublier de les supprimer quand on supprime ces objets. C'est ça l'idée. Je sais pas moi, j'ai un exemple comme ça, il est peut-être pas tout à fait correct, mais imaginons, vous faites un jeu vidéo, vous faites un bazooka dans le jeu vidéo, vous cliquez sur tir, il y a un objet qui se crée, roquette, la roquette avance, hop, la roquette à un moment donné, elle va péter, elle va toucher une cible, elle va créer une explosion. C'est la roquette qui va créer l'explosion.
Et la roquette, bon bah à l'instant, elle vit pendant l'explosion. Et puis ensuite, quand l'explosion s'est terminée, tout ça, enfin quand on a vu, waouh, super, l'explosion finit de loin, on va dégommer la roquette qui dégommera l'explosion en même temps. Bon, l'exemple n'est pas terrible, mais c'est l'idée, quoi. Donc un objet qui crée un autre objet, ça sert le destructeur à pas oublier d'aller dégommer l'objet dynamiquement créé. Donc, de nouveau, un new, un delete, un new, un delete. Pas oublier ça. Voilà, c'était le super rappel.